On va passer d'un paysage sonore à un paysage plus vaste, avec vous, Marc de Conchat, qui est donc écologue des paysages et qui travaillait à l'INRAE de Toulouse. Et on va voir avec vous comment les évolutions de nos paysages sont influents aussi sur notre santé individuelle et collective. Merci. Il faudrait que quelqu'un m'explique et m'aide pour lancer une application. Je ne sais pas où est le PowerPoint de ma présentation. J'en profite pour vous dire que je suis ravi d'être ici, de vous rencontrer, d'être enfin devant un vrai public, des vraies personnes, et d'avoir eu l'occasion, d'avoir été invité, et je vous en remercie, de venir parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est mon métier, voilà. Mais il me tient à cœur aussi parce qu'il vous concerne, il nous concerne tous en tant que société, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que habitant de la Terre. Et donc je suis ravi de pouvoir vous parler de ce sujet qui est, je dirais, un petit peu nouveau pour moi, parce que je vais l'expliciter. Moi, je suis écologue des paysages, donc je m'intéresse à l'écologie des paysages. Je vais vous en dire quelques mots. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, loin s'en faut, et donc j'ai exploré un petit peu cette question qui était nouvelle pour voir comment les paysages, les caractéristiques des paysages, et ce que nous étudions dans mon laboratoire pourraient être liés à la santé. Alors, comme je sais que notre attention des uns et des autres décroît au fur et à mesure des exposés, je commence assez régulièrement par ma conclusion. Comme ça, au moins, je suis sûr que l'essentiel sera passé auprès de vous. Et ma conclusion, elle est en 2 points, je dirais. C'est d'abord, je vais essayer de vous montrer que la façon dont nous utilisons nos paysages est aussi influencée par la façon dont nous gérons notre santé dans de multiples dimensions. Et je vais parcourir 4 dimensions de notre santé. Et que, réciproquement, eh bien, si on s'occupe mieux de nos paysages, et j'espère vous donner des éléments qui vous montrera comment on peut s'en préoccuper un petit peu mieux, eh bien, ça peut avoir des effets sur notre santé individuelle, mais aussi collective. Et c'est une dimension qui est importante. Et puis que je terminerai par le fait que ça nous remet en question nos modes de relation à la nature. Voilà, donc je vais préparer ça avec un tout petit point sur ce qu'est l'écologie des paysages, parce que c'est une discipline qui n'est pas forcément bien connue. Puis je donnerai 4 points de vue sur la santé et la relation au paysage. Et je découvre un petit peu ce matin que ça fait écho sans doute à des choses que vous aurez vues hier et des choses qui seront abordées cet après-midi. Voilà, bon, ça ferait de la cohérence. Et puis je terminerai à la fin un peu par une mise en perspective où en sont les recherches, la façon dont on aborde ces questions, et puis où en est aussi, à mon avis, la société sur ces questions. Donc l'écologie des paysages, on s'intéresse bien sûr aux paysages tels qu'on les perçoit, tels qu'on les voit, mais ce n'est pas tant cette dimension de perception qui est importante pour nous que la dimension de l'organisation spatiale, c'est-à-dire la façon dont les différentes composantes d'un paysage vont être agencées. Et l'idée globale, je la résume dans cette petite illustration, c'est un peu comme si on s'intéresse à la façon dont sont constitués nos habitats, nos maisons. Ce n'est pas aléatoire, leur organisation. Ça remplit un certain nombre de fonctions. Ça peut avoir des inconvénients ou des avantages pour les habitants de nos maisons. Eh bien, les paysages, c'est un petit peu de la même chose. Ce n'est pas aléatoire, la façon dont les paysages sont organisés. Ils ont des conséquences écologiques et aussi sur les activités humaines. Et les humains et d'autres animaux ont appris à les organiser à leur profit. Et donc l'écologie des paysages, c'est comprendre ces différentes relations et la façon dont ça influe notamment sur l'écologie. Donc c'est une discipline qui est à mi-chemin entre la géographie et l'écologie et quelques sciences humaines. Des paysages qui sont construits, voilà, il faut en être convaincu. Un exemple vraiment caricatural de cette construction des rizières, où c'est même le relief de la montagne qui a été modifié par l'activité humaine pour construire un paysage qui remplit certaines fonctions pour les êtres humains qui
qui habitent, et puis un paysage qui est cher à mon cœur, puisque c'est celui dans lequel on travaille dans notre laboratoire, dans les coteaux de Gascogne. Ce paysage qui, à vos yeux, peut sembler très banal, naturel, voilà. En fait, il faut s'imaginer qu'il a été quasiment complètement construit, en fonction des contraintes du terrain, bien sûr, par les humains qui y habitent, par les autres animaux qui y habitent, par la dynamique des végétaux, et que donc là, il y a aussi un habitat qui est construit. Donc on essaye de comprendre ça, et je vais essayer de vous illustrer comment ces propriétés de ces paysages influent sur la santé, notre santé. Alors le premier point de vue, c'est je ne pouvais pas, en période de Covid et de pandémie, échapper au fait qu'on a découvert aujourd'hui, on sait que l'évolution des paysages influe sur l'émergence d'un certain nombre de maladies. La nature comporte plein d'espèces animales et végétales qui transportent toutes sortes de microbes, certains étant pathogènes, pouvant être pathogènes aussi pour nous. Ici, vous avez un tic, des chauves-souris ou un rouge-gorge. Tous ces animaux transportent des organismes qui peuvent poser des problèmes de santé. En général, ils ne nous en posent pas. Voilà, quand on est en contact avec les rouges-gorges, ça ne nous pose pas de problème de santé parce que nous y sommes habitués, parce que ça fait des milliers, voire des millions d'années que nous vivons en contact avec ces animaux. Le problème se pose justement lorsque les paysages changent. Un exemple de l'extension de culture au détriment de la forêt. La forêt à droite, elle couvrait toute la montagne que vous voyez, et puis l'activité humaine s'étend, change les paysages, les transforme, et cette transformation, elle conduit à des nouveaux contacts entre des espèces sauvages qui portaient des virus ou des bactéries qui jusqu'à maintenant étaient sans jamais en contact ou très rarement avec les humains. Et le fait de cette promiscuité, de cette concentration entre ces animaux sauvages qui ont été extirpés de leur habitat naturel et les humains, eh bien, provoque l'émergence de nouvelles maladies. Et on sait que les pandémies comme celle qui nous a frappés ou celles qui viendront dans le futur, très certainement proviendront de ces mécanismes. Voilà un exemple qui avait été bien étudié du virus Nipah, qui n'a provoqué que 350 morts parce qu'il était assez faiblement transmissible, mais qui a été une menace assez inquiétante pour la santé dans l'Est asiatique. Deuxième dimension qui ne vous viendrait pas forcément en tête concernant la santé et son lien au paysage, eh bien, c'est le fait qu'un des premiers facteurs de la santé, de notre santé en tant qu'humain, c'est notre alimentation. C'est ce que nous mangeons ou ce que nous ne mangeons pas. Voilà. Un mort adulte sur 5 dans le monde est mort de son alimentation. Donc c'est vraiment une cause majeure de nos problèmes de santé. Avec deux extrêmes, à peu près 1 milliard de personnes qui souffrent de ne pas manger assez ou pas suffisamment ou de manière insuffisante, carencée, et puis un autre milliard à peu près de l'autre côté qui souffrent de manger trop, déséquilibré, de façon des produits qui ne sont pas bons pour leur santé. Et donc on est confronté à ça. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faudrait manger. On a un certain nombre de recommandations. La science, elle nous dit, les recommandations françaises, c'est concernant la viande rouge, c'est un peu moins de viande rouge, beaucoup moins de charcuterie, beaucoup moins de sucre, beaucoup plus de poissons, de fruits et légumes. Voilà, il y a tout un ensemble de travaux qui ont bien dimensionné ce que nous devons manger. Et les orientations aujourd'hui, eh bien, elles devraient aller vers faire évoluer notre alimentation dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de mesures et de soutien de nos États, en tout cas en France, qui poussent dans cette direction-là. Ça avait été bien analysé dans un document qu'a produit l'association Solagro, dont je précise que je fais partie, concernant cette relation entre notre environnement et ce que l'on met dans notre assiette. Et ça a des conséquences et des liens avec l'espace et nos paysages. Pourquoi ? Parce que si je reviens là, il y a quand même 2 points importants. Vous le voyez, il faut diminuer assez drastiquement notre consommation, notamment de viande rouge, et assez fortement notre consommation, notamment de charcuterie. Et ça a des conséquences sur les paysages, parce que nos paysages, à l'échelle mondiale, sont quand même des paysages très marqués par l'élevage. Il faut savoir que c'est 30% des terres émergées qui, d'une façon ou d'une autre, sont consacrées à l'élevage. C'est énorme.
Et c'est 70% des surfaces agricoles dans le monde, et c'est aussi vrai en France, qui sont consacrées à l'élevage. Alors bien sûr, quand on dit ça, on a souvent en tête cette image de l'élevage, de vaches paisibles, tranquilles, dans des paysages très beaux, en montagne. C'est ce qu'on voit souvent dans les publicités, c'est ce que l'on voit aussi quand on se promène. Mais l'élevage, c'est aussi ça. Ça peut être des élevages où les animaux sont beaucoup plus concentrés, où l'agriculture qui sert à les nourrir est beaucoup plus intensive et où c'est beaucoup moins idyllique et moins propice, enfin moins joli à voir et à vivre aussi comme type de paysage. C'est aussi les paysages qui sont à droite. Alors vous allez me dire, ce paysage à droite, on voit des cultures, hein, la partie qui est labourée. Il faut savoir qu'en France, mais c'est vrai d'un pays, une grande partie des cultures et des grandes cultures ne sont pas destinées à l'alimentation humaine directement, mais sont destinées à l'alimentation des animaux. Et donc, quelque part, modifier, influer sur notre alimentation pour favoriser notre santé aura bien évidemment des conséquences sur les paysages dans lesquels nous vivons, que l'on apprécie plus ou moins à différents égards. Et selon l'évolution et le type d'agriculture et d'élevage que l'on choisira, eh bien, ça aura des conséquences qui vont être différentes. C'est aussi, si on sort un petit peu de la problématique de la viande, la problématique des légumes. On peut avoir mangé plus de légumes qui viennent de ce qu'on peut appeler le jardin potager de l'Europe aujourd'hui. Hein. L'essentiel des légumes que l'on consomme, ils viennent du paysage qui est à gauche. Voilà, en Andalousie, des vallées entières couvertes de serres. Alors vous allez me dire, souvent les gens me disent « Oui, mais non, mais moi j'achète mes légumes au marché, je sais bien que ça ne vient pas de là-bas ». La difficulté que l'on a avec ça, c'est qu'en fait on ne voit pas l'ensemble des légumes que nous consommons, légumes ou fruits, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Quand vous allez au restaurant, savez-vous d'où viennent ces légumes? Quand vous achetez des boîtes de conserve, des pizzas, des surgelés, savez-vous d'où viennent ces légumes? Ben, je peux vous dire qu'il y a plus de fortes chances qu'ils viennent de là que du maraîchage que vous voyez autour de Tours ou dans la vallée de la Loire. Et là aussi, eh bien, selon les choix que nous ferons en termes d'alimentation pour notre santé, eh bien, on aura différents types de paysages. À droite, un exemple que j'aime bien de travaux de collègues d'INRAE qui explore la possibilité de faire des vergers circulaires dans lesquels, complètement bio, où on essaye de favoriser un fonctionnement plus écologique. Donc voilà, est-ce que ça sera ce qui est à gauche ou ce qui est à droite? On voit bien que ce ne sera pas les mêmes paysages. Et donc modifier notre alimentation modifiera nos paysages. Et on a des choix sans doute à faire en termes de ce que l'on souhaitera comme type de paysage, de diversification. Si on développe les légumineuses comme c'est recommandé, eh bien, on aura des paysages où ces plantes seront beaucoup plus présentes. Ou si on développe un élevage basé sur l'achat de produits de terroir, eh bien, on aura, oui, entretenu des paysages comme la première image avec des vaches paisibles, mais il faut accepter aussi, sans doute, d'y mettre le prix ou d'être plus attentif à ce que l'on achète. Troisième point de vue sur les paysages, c'est l'idée de paysages moins toxiques. Les pesticides, l'agriculture, bon, je vous l'ai expliqué, ça influe sur notre santé, ça influe sur les paysages, mais il y a aussi les pratiques qui sont mises en œuvre. Et parmi ces pratiques, il y en a certaines qui, aujourd'hui, posent des questions en termes de santé. C'est l'usage d'un certain nombre de pesticides, dont on sait que même si dans le cadre d'une utilisation normale de la réglementation des tests qui ont été faits, ils sont censés avoir des effets suffisamment faibles sur la santé humaine et de l'environnement pour être utilisés. Hein, donc voilà. On sait par ailleurs, d'un point de vue scientifique, qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des usages hors de ce qui est prévu, et puis il y a des effets cocktails de pesticides qui n'ont pas été évalués, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont, et puis des effets qu'on avait mal mesurés sur des très faibles doses de pesticides qui peuvent influer sur nos hormones, par exemple, et modifier, avoir des effets sur la santé. Tout ça conduit à ce que, pour la science, il y a une attention à dire
eh bien, il faut diminuer la quantité de pesticides. Et une façon de le faire, eh bien, c'est d'influer et de jouer sur le paysage. Ça fait partie de nos travaux. Nous avons montré, par exemple, que la proximité des cultures avec des forêts permet à certains insectes, comme celui qui est là, de carabe, de venir dans les champs, se nourrir de limaces et de pucerons, et donc de diminuer l'impact et l'utilisation des pesticides. Donc influer sur l'organisation des paysages, les aménager d'une certaine façon, eh bien c'est une façon de réduire cette toxicité, cet usage des pesticides, et donc potentiellement d'améliorer la qualité pour notre santé de nos aliments, mais aussi de notre environnement. Voilà quelques exemples d'expérimentations qui sont conduites, notamment avec ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est un axe sur lequel beaucoup de chercheurs se sont engouffrés, de travailler sur cette relation entre un monde sain qui commencerait par des paysages qui soient mieux organisés, mieux réfléchis d'une certaine façon. Enfin, c'est l'idée aussi que les paysages en eux-mêmes font du bien. Mais c'est quelque part une dimension de santé qui est un petit peu secondaire par rapport à celle que j'ai exposée tout à l'heure. Les enjeux de santé sont bien plus importants sur l'alimentation et les pesticides que sur cette dimension-là. Mais néanmoins, elle est de plus en plus étudiée et on voit apparaître toute une profusion de travaux scientifiques qui mettent en évidence des effets sur la santé de certains types de paysages, de certaines configurations. Des effets positifs, il peut y avoir des paysages qui sont considérés comme thérapeutiques, et des effets négatifs et des paysages qui sont considérés comme étant plus ou moins toxiques pour les êtres humains. Alors tout ça, c'était jusqu'à maintenant, il y a peu, un peu une vue de l'esprit, voilà, une impression. Aujourd'hui, on sait le mesurer. Voilà, un exemple, je n'ai pas mis trop de graphiques, qui montre que une personne, juste à voir, même sur un écran, certains types de paysages, ça a des effets sur sa physiologie. Ici, c'est le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, lorsqu'on regarde un paysage urbain, est plus élevé que lorsqu'on regarde un paysage forestier. Alors, je précise quand même que la science, elle est capable de voir des effets qui peuvent être très très faibles, des différences qui peuvent être très très faibles. Peut-être que sur le long terme, ça a un effet sur la santé des personnes, mais ça reste quand même marginal comme effet par rapport à notre alimentation ou d'autres dimensions de notre santé. Donc je le précise un petit peu pour mettre en garde sur le fait que l'idée de s'immerger dans certains types de paysages permettrait de soigner toutes les maladies. Non, loin de là, mon propos n'est pas là. Une autre dimension qui est nouvelle, c'est le rapport entre nos paysages et ce paysage interne de microbes qui est notre microbiote. L'ensemble de ces micro-organismes que l'on a dans notre estomac, sur notre peau, dans notre bouche, et qui contribuent énormément à notre état de santé, pour le dégrader ou pour l'améliorer. Et ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on découvre très récemment, eh bien, c'est que ce microbiote, on le récupère de l'environnement dans lequel on vit, et que ce microbiote, il est très différent selon que l'on est dans un paysage très urbain, où il sera très appauvri, ou si on est dans un paysage plus rural, plus naturel, dans lequel ce microbiote va être beaucoup plus riche et beaucoup plus favorable à une bonne santé. Donc ça m'amène à parler un peu du dernier point, qui est le fait que nos paysages sont cohabités. Nous ne sommes pas seuls dans ces paysages. Et aujourd'hui, le concept de la recherche, c'est l'idée de cette santé globale. On ne peut plus traiter la santé humaine sans s'intéresser en même temps à la santé des animaux avec lesquels nous sommes en contact, à la santé des plantes, à la santé de l'environnement, et que cet ensemble-là, cette santé globale, eh bien c'est ça qui est l'enjeu d'une politique cohérente de santé, et en tout cas aujourd'hui un vrai sujet de recherche sur lequel nous sommes nombreux à essayer de travailler. Nous cohabitons avec d'autres organismes que les humains, et notre santé dépend de leur santé et vice-versa. Et cette relation, elle est extrêmement importante et elle change quelque part, me semble-t-il, notre rapport à la société, d'autant plus que cette relation se dégrade, les paysages changent très vite, trop fort, et posent énormément aujourd'hui de problèmes et d'enjeux à la fois environnementaux, j'en ai pas parlé ici, mais de santé. Et puis je termine sur le fait que cet enjeu de santé individuelle et collective, eh bien, il commence sans doute dès le plus jeune âge. Le microbiote, par exemple, c'est les enfants. C'est quand on est enfant qu'on va aller acquérir
une grande partie de ce microbiote. Notre capacité à percevoir ce qu'est un environnement qui nous est favorable, c'est lorsqu'on est enfant qu'on l'acquiert. Et on est dans une génération, une époque, où le lien et l'immersion des enfants dans un environnement naturel, non urbain, s'est rompu. 70% de la population quasiment dans le monde est urbaine ou va devenir urbaine, et il y a des générations entières d'enfants qui ne sont plus jamais en contact avec la nature, si ce n'est le terrain de foot, le parc au coin de leur quartier, et encore, il y a plein d'endroits où il n'y a pas ça. Et donc je crois beaucoup à l'importance de réintroduire ce rapport des enfants avec la nature. Des exemples comme les écoles de la nature me paraissent être très salutaires dans cette perspective-là et concourent à une meilleure santé collective et individuelle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marc de Conchat. Merci aussi parce que vous avez fait pratiquement la transition avec l'intervention suivante, parce que quand vous parlez d'urbanisation, on va passer d'un paysage à un autre. Donc là, on a parlé de paysage naturel, hein, même s'il était lié à l'élevage, mais là, on va parler d'un paysage numérique avec vous, Benjamin Pitra. Et on va voir quels effets cela peut avoir sur nos enfants. Numérique et enfants, c'est un sujet passionnant. Si les parents qui sont dans la salle, je pense, vont être très intéressés par vos propos.